Eh oh! Bon, c'est fini de discuter. Bon, bah voilà. Je préfère comme ça. Hein. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Donc, nous allons voir le carré violet dans cette nouvelle partie. Je vous en ai fait un là. Donc, carré violet de type haut ou carré violet de type bas. Donc, avec le carré violet, on est obligé de voir le feu blanc. Parce que ça va avec le carré violet. Et en fait, donc avant de voir le carré violet proprement dit, on va voir la marche des trains. Parce qu'en fait, il y a différentes marches que les trains ils doivent respecter en fonction des signaux qu'ils rencontrent. Et on ne peut pas parler du carré violet sans parler des marches, puisque le carré violet, à l'ouverture, c'est un feu blanc et il impose la marche en manœuvre. Donc je vais vous parler de toutes les marches qui existent, des différentes marches qui existent. Et comme ça, ensuite, on pourra aborder le carré violet et le feu blanc. Et donc la marche en manœuvre. Voilà. Alors parmi toutes les marches que je vais vous expliquer, donc la marche à vue, la marche en manœuvre, vous avez déjà entendu parler. Je vais vous citer des marches qui ne sont pas reprises en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de définition propre. Pourtant, ce sont quand même des marches. Donc la première marche qu'on va rencontrer, ça va être la marche normale. Donc qu'est-ce que c'est que la marche normale? C'est un conducteur de ligne sur voie principale qui circule avec un train, qui rencontre un signal voie libre, donc il est en marche normale, c'est-à-dire qu'il circule à la vitesse de son train. Si son train c'est un MA100, qu'il est sur une ligne apte à 100 km/h pour un train MA100, il circule à la vitesse de 100 km/h, compte tenu de l'horaire qu'il doit respecter. Donc ça c'est la marche normale. Donc la première des marches, c'est celle-là. Deuxième sorte de marche, donc celle-là, cette marche-là, elle n'est pas dans les textes. C'est une marche, on va dire, de pratique, côté pratique, c'est-à-dire, c'est vraiment du métier de conducteur de train, que ce soit un conducteur de ligne ou de travaux ou de marchandises, quel que soit le conducteur qui conduit un chargement, il connaît cette marche-là. On appelle ça la marche restrictive, c'est-à-dire que le conducteur, il arrive, il franchit un avertissement, il doit ralentir et appliquer une vitesse spécifique pour être en mesure de s'arrêter avant le signal annoncé, fermé. C'est une marche restrictive, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas une définition propre à une marche, mais il n'est plus en marche normale. C'est une marche restrictive. Alors notre conducteur, il pourrait tout aussi bien rencontrer ceci, et ça serait également une marche restrictive. Hein? Donc ici, on a un ralent 30 ou un ralent 60, je ne peux pas les faire clignoter, on va dire que ça ralent 30. Avec un rappel de ralent 30, il est limité à une vitesse de 30 km/h, c'est une marche restrictive. Même si c'est voie libre, on ne peut pas vraiment dire que c'est une marche normale. Donc ça s'appelle la marche restrictive. Alors voilà la troisième marche. Donc notre conducteur, il arrive, il rencontre l'avertissement fermé. Il se met en mesure, donc là il est en marche restrictive, il se met en mesure de s'arrêter avant le prochain signal avancé. On est en bloc automatique lumineux, donc en balle, il a le sémaphore, le conducteur de train s'arrête, il est autorisé à pénétrer en canton occupé. C'est du BAL. Le conducteur s'avance. À partir de ce moment-là, il est en marche à vue. Ça signifie que le conducteur, il doit régler sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter soit avant une queue de train. Donc je rappelle que la queue de train elle est matérialisée par deux feux rouges.
Elle peut être matérialisée par un seul feu rouge dans certaines conditions. Dans certaines conditions, du moins, il y a l'obligation d'avoir les deux feux rouges, notamment sur certains tunnels. Donc les deux feux rouges d'un train, ils rappellent le carré. On est d'accord? Donc le conducteur du train, il doit régler sa vitesse de manière à s'arrêter avant une queue de train. Il doit régler sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter avant un guidon d'arrêt. C'est-à-dire qu'un sémaphore peut très bien annoncer un guidon d'arrêt. Il est en marche à vue, le guidon d'arrêt est présenté, il s'arrête. Et par exemple, il peut y avoir derrière un passage à niveau qui est ouvert. C'est pour des manœuvres. Le conducteur du train, il peut également rencontrer un obstacle sur la voie. Parce qu'on a demandé une protection. Soit parce qu'il y a un obstacle sur la voie, soit comme on a vu pour les passagers à niveau, un des passagers à niveau est ouvert. Le conducteur du train, donc, il doit régler sa vitesse pour être en mesure de s'arrêter avant une queue de train, avant un signal d'arrêt, voire éteint, un signal d'arrêt qui peut être éteint, ou avant un obstacle. Et tout ça sans dépasser la vitesse de 30 km/h. 30 km/h, c'est une vitesse maximum si, par exemple, il a une très grande visibilité, une ligne droite. Si, par exemple, notre conducteur du train, il se présente en marche à vue dans une courbe, il doit régler sa vitesse en fonction de cette courbe. Donc, ça va être, par exemple, 10 km/h, de manière à pouvoir s'arrêter à un signal. Donc ça, c'est la définition de la marche à vue. Mais la marche à vue, elle n'est pas imposée uniquement par un sémaphore. La marche à vue, elle peut être imposée par d'autres obligations qu'on verra plus tard. Mais en l'occurrence, le franchissement d'un sémaphore impose la marche à vue. Voilà. Voilà pour la troisième marche qui est la marche à vue. Alors maintenant, on va voir une quatrième marche. Donc les marches que je donne, elles ne sont pas dans un ordre précis. J'ai choisi de mettre en dernier la marche qui va le plus nous intéresser. Mais en fait, elles ont toute leur importance suivant les circonstances. Donc la quatrième marche, ça va être la marche prudente. Donc là, je vais donner un exemple, mais encore une fois, comme pour la marche à vue, la marche prudente, elle peut être imposée pour plusieurs choses. Admettons que notre conducteur, il rencontre l'avertissement fermé, il se met en mesure de s'arrêter au prochain signal susceptible d'être fermé. Il arrive, c'est un carré, il est arrêté. Là, il téléphone, il demande des renseignements et on lui dit, bah voilà, je vais te donner un bulletin d'ordre marche prudente parce qu'il y a une personne qui a été signalée en train de se promener au milieu des voies. Donc, le conducteur, il va recevoir un bulletin, on va lui ouvrir le signal et le conducteur, il va se remettre en marche. Là, à un point kilométrique précis, il va se mettre en marche prudente. La marche prudente, ça impose au conducteur de régler sa vitesse en fonction du motif qui lui a été délivré. Il y a plus de limitation à 30 km/h. La marche prudente, elle peut être à 60, à 70, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et dans ce cas-là, le conducteur, il va régler sa vitesse. Voilà. Donc là, si c'est une personne qui est susceptible d'être sur le bord des voies et qu'en plus on est en courbe, le conducteur, il va arriver très 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 lentement pour ne pas heurter la personne au cas où elle soit dans la voie ou au bord et pour pouvoir s'arrêter avant, en fonction du motif bien sûr qui lui a été délivré. Voilà pour cet exemple. Alors maintenant je vais vous donner un autre exemple de marche prudente où le conducteur il peut reprendre une vitesse plus rapide. Supposons que notre conducteur il a reçu donc pareil, s'arrêter à l'avertissement, il a reçu donc une fois qu'il s'est présenté au signal carré un bulletin d'ordre de marche prudente. Parce qu'il est susceptible d'y avoir des rochers qui sont tombés sur la voie. Voilà. Sur une zone qui va s'étendre, admettons, de ce carré jusqu'à une zone infinie. Et donc, le conducteur, il doit régler sa vitesse en fonction de ça. Si, au milieu de cette zone, où le conducteur, il doit veiller à être en mesure de s'arrêter s'il y a des rochers, il y a un tunnel, par exemple, qui fait 500 mètres de long. Notre conducteur, donc, il s'approche doucement. Une fois que le train il a pénétré dans le tunnel,
rien n'empêche le conducteur de reprendre une vitesse de 50 ou 60 km/h et ensuite de se remettre en marche prudente avant la sortie du tunnel. Étant donné que à l'intérieur de ce tunnel, il n'y a pas de risque de chute de pierre, donc le conducteur il sait qu'il n'a pas besoin d'être en mesure de s'arrêter avant des pierres susceptibles d'être sur la voie, étant donné que c'est dans un tunnel et que lui, les zones qui le concernent, c'est des zones hors tunnel, sinon il ne pourrait pas y avoir de pierres. Donc, encore une fois, c'est une marche prudente. Le conducteur, c'est à lui de gérer sa vitesse en fonction du motif qui lui a été donné, en fonction de ses connaissances, de la ligne, de la visibilité, de si c'est la nuit, si c'est le jour, s'il y a du brouillard, si c'est par temps clair. Voilà la différence. Et il n'y a pas de limitation de vitesse à 30 km/h. Mais la marche prudente est une marche très très importante, très très restrictive. Très, très restrictive. Alors maintenant, on va voir un autre type de marche. Donc là, il peut survenir dans plusieurs types de cas, mais je vais prendre un exemple. Donc notre train, il arrive, il prend l'avertissement, c'est le terme employé. On rencontre l'avertissement, un terme mécanicien, on dit qu'on prend l'avertissement, et donc il prend l'avertissement, il se met en mesure de s'arrêter au signal d'arrêt annoncé. Donc il s'arrête au signal, c'est un carré, il est fermé. Notre mécanicien, il descend, tac tac, il va au signal, et là on lui dit, bah écoute mécano, voilà, il y avait un rail cassé, donc des agents ont été réparer le rail cassé, ils ont mis un serre-joint, etc. Bon, je vais te délivrer un bulletin, un ordre de marche au pas. Donc on peut demander à un conducteur, le conducteur il peut être amené à circuler à une vitesse qui s'appelle marche au pas. Voilà. Alors notre conducteur il a eu son bulletin, il s'avance doucement et à un point kilométrique précis, on va lui demander de circuler à la vitesse de marche au pas. Donc il faut savoir que la vitesse de marche au pas elle est bien définie, c'est 6 km/h maximum. Donc vous allez me dire, oh, mais c'est pas facile. Donc en général, on se met en dessous, c'est qu'il y a vraiment un gros risque. Et on va passer doucement sur la zone, chaque essieu ils vont passer, de manière à pouvoir faire circuler les trains. Voilà, et on va pas mettre de... Alors je vais vous expliquer une petite combine. Donc là, c'est du métier. C'est de quelle manière un conducteur il peut régler sa vitesse sans regarder son indicateur de vitesse quand c'est des vitesses très basses. Donc ça c'est purement du métier, hein. C'est surtout du métier de manœuvre. Donc en fait, la combine elle consiste, donc là, hop, j'enlève la cabine, on a notre conducteur qui est à l'intérieur du train. En fait, le conducteur, il va viser un point fixe de la cabine. Donc si c'est des locotracteurs, des engins de manœuvre, en général, on va fixer un point au plus proche du sol, parce que le conducteur dans des engins de manœuvre, il est souvent, il a la vision sur le bord de la voie, différemment d'un train, d'un autorail, on va dire. Donc il prend un regard, avec son regard, il prend un point fixe sur son train, donc ça peut être le bord de la cabine, admettons, et il vise... par rapport à ce point fixe, il va viser les traverses, donc les rails. Et il va se déplacer, tout en maintenant son regard dans une direction donnée qui reste toujours la même. Et il observe les traverses. Quand les traverses, elles sont plus visibles, c'est-à-dire que quand le défilement il arrive à un point où les traverses, elles s'additionnent au point que ça fasse plus qu'une bande de traverses qui défile sans arrêt, qu'il n'aperçoit plus les espaces entre les traverses, on peut considérer que le conducteur il roule à une vitesse supérieure à 10 km/h. C'est de cette façon, c'est un tour de main, on va dire, que pas tous les mécanos connaissent, hein, ni utilisent. De cette manière, c'est un truc d'ancien. Ça permet au conducteur de régler sa vitesse à la vue. Voilà, en observant le défilement des traverses. Alors bien sûr, ça fait partie de l'expérience, c'est-à-dire que le conducteur, il sait, il peut compter une, deux, quand on arrive à compter les traverses,
il sait qu'il circule à la vitesse d'un homme au pas. Dès qu'il ne peut plus compter les traverses, c'est qu'il circule à une vitesse supérieure. Ça, c'est dans le cas où on ne sert pas l'indicateur de vitesse. Voilà. Parce que avant, avec les vieux indicateurs de vitesse, donc Tacro par exemple, les Tacro, il n'est pas précis à 5 km/h près, parce que l'aiguille, elle a des variations de 5 km/h. C'est pas comme sur une voiture. L'aiguille, elle bouge comme ça. Voilà pour cette petite parenthèse. Alors maintenant, on va voir la marche en manœuvre. Donc la dernière marche, celle qui nous intéresse. Donc là, notre conducteur, il arrive et il vient de rencontrer le ralent 30. Rappel de ralent 30. Avertissement, tableau G. Donc tableau G, ça signifie que le train va être dirigé sur voie de service. Donc G comme voie de service, pas voie de garage. Donc la marche en manœuvre, donc dès que le conducteur a franchi ce signal, et il est en marche en manœuvre. Donc en marche en manœuvre, la première des choses, c'est que la vitesse est limitée à 30 km/h. Donc ça, c'est pour toutes les voies de service, c'est une vitesse maximum. D'abord pour les appareils de voie, et ensuite c'est une vitesse maximum pour permettre au conducteur de pouvoir s'arrêter. Donc à partir du moment où notre conducteur rentre sur voie de service, la marche en manœuvre, elle lui indique qu'il va rencontrer des signaux qui ne seront pas annoncés. Dès qu'il rentre sur la voie de service, il peut avoir un signal implanté, carré, qui va l'arrêter. Donc le conducteur, il doit régler sa vitesse de manière à obéir aux signaux qui pourraient lui être faits. D'être capable de s'arrêter dans la partie de voie qu'il voit libre. Donc la partie de voie libre et visible. Donc il doit ralentir, freiner de manière à pouvoir s'arrêter dans la partie de voie qu'il aperçoit, parce qu'il peut très bien rentrer sur une voie occupée, parce qu'on peut lui faire signe de s'arrêter en amont, ou il doit être capable de s'arrêter au point d'arrêt des trains prévus. Voilà pour la définition de la marche en manœuvre. Alors voilà, qu'est-ce que concrètement notre conducteur de train il risque de rencontrer quand il arrive sur une voie de service. Donc il a franchi le rappel de ralent 30, l'avertissement tableau G. Il rentre sur voie de service, donc il ralentit. Il se met en mesure d'obéir aux signaux qui pourraient lui être faits. Il arrive, là, il peut très bien rencontrer un agent avec un drapeau rouge. J'avais que ça comme drapeau rouge. Et cet agent lui fait signe de s'arrêter. Donc le conducteur, il doit s'arrêter, être en mesure de s'arrêter à la hauteur de cet agent. Donc ça fait partie de la marche en manœuvre. Cet agent, il peut lui dire, écoute conducteur, tu vas tirer jusqu'à tel endroit, tu vas refouler jusqu'à tel endroit, etc. Il va lui donner des ordres. Donc il faut savoir que sur une voie de service, on circule en marche en manœuvre. Quand on exécute une manœuvre, on doit recevoir des ordres de manœuvre. Un conducteur, il ne peut pas se mettre en mouvement de lui-même sans l'autorisation du chef de la manœuvre, d'un agent qui va lui expliquer comment va se dérouler la manœuvre. Donc soit il va avoir des indications par un agent qui va l'arrêter avec un drapeau ou une lanterne, soit c'est les signaux qui vont lui donner ces indications. Secondo, ce coup-ci, il n'y a pas d'agent. Donc notre conducteur, il rentre sur une voie de service. Et là, qu'est-ce qu'il peut rencontrer? Donc là, le conducteur, il peut rencontrer une pancarte implantée au-dessus de la voie. Il y a ça souvent dans les triages, ça peut être aussi dans la voie, avec marqué une indication de longueur. Par exemple, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. C'est pour que la queue du train soit arrêtée juste au dégagement du garage-fend de l'aiguille. En règle générale, c'est parce qu'après, on va refouler ces wagons dans cette direction. Donc, le conducteur arrive. Admettons que c'est la pancarte 200 mètres, son train fait 200 mètres.
il doit arrêter la tête de son train à cette pancarte 200 Voilà. mètres. Le conducteur, il a arrêté son train à la pancarte 200 mètres. On va couper la machine va s'en aller, et ensuite on va venir avec un locotracteur, par exemple, pour refouler ces wagons sur une autre voie de service. Et on a besoin que ces wagons ils soient arrêtés au plus près du garage franc de l'Aiguille, ici. Donc on peut avoir ce genre de pancarte. La marche en manœuvre, elle impose au conducteur de respecter ce genre de pancarte métrée. Donc supposons que notre conducteur il rentre sur le faisceau triage et l'aiguille n'a pas été tournée dans le bon sens. Le train rentre sur une voie occupée alors que c'était prévu de rentrer sur une voie libre. Le conducteur il doit être en mesure de s'arrêter avant le véhicule stationné sur la voie. Donc il doit régler sa vitesse en fonction de la partie de voie libre visible. Donc la marche en manœuvre, c'est une marche extrêmement restrictive. Elle demande au conducteur beaucoup de choses. Donc contrairement à la marche à vue qu'on a vue avant, il n'est pas tenu de s'arrêter avant un obstacle. C'est pas considéré comme un obstacle le véhicule sur les voies. C'est-à-dire que bien chaque marche, elle est définie en fonction de ce que le conducteur de train peut rencontrer. Alors maintenant qu'on connaît bien tous les types de marches, je vais vous parler des carrés violets. Donc les carrés violets, il y en a de deux sortes. Il y a les carrés violets de type haut sur mât et les carrés violets de type bas. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite parenthèse et dire que il existe beaucoup de particularités dans le chemin de fer français. Et il faut faire très attention à pas imaginer qu'une particularité soit une généralité. C'est-à-dire que souvent on connaît bien un endroit, le fonctionnement d'un triage, et on s'imagine que c'est une généralité, alors qu'en fait non, c'est juste une particularité. Voilà, donc moi j'énonce que des généralités, donc après on va me dire ah oui mais à tel endroit j'ai vu ça. Oui c'est possible, il y a des particularités. Alors je vais essayer de vous expliquer le carré violet. Donc on va reprendre le cas de tout à l'heure. Donc j'ai remis un signal avec rappel de ralentrante, avertissement, plaque G, tableau G. Donc ça veut dire que le train il est dirigé sur voie de service. Donc on va dire que cette ligne ici, là, c'est la voie principale. Ici on a une voie de service, là, et une voie de service ici. Donc le train rencontre avertissement, rappel de ralentrante, tableau G, ça signifie qu'il va être reçu sur voie de service. Donc le conducteur il sait qu'il va rentrer sur cette voie. C'est un train donc avec une machine, un wagon. Il doit apporter ce wagon dans ce triage. Donc il est dirigé correctement. À partir du moment où il franchit le tableau G, il est en marche en manœuvre. Donc c'est-à-dire qu'il doit ralentir pour être en mesure de s'arrêter, etc. Donc il s'avance, là, il ralentit, il va rentrer sur les voies de service, mais il est déjà en marche en manœuvre, on est d'accord. De loin, il aperçoit un agent. Cet agent va lui faire des signaux. Il n'est pas censé avoir un agent, mais à partir du moment où il voit un agent et que cet agent fait des signaux qui l'intéressent, il doit obéir à ces signaux parce qu'il est en marche en manœuvre. Donc cet agent, il est là pour arrêter le train de manière à ce que l'arrière du dernier véhicule s'arrête juste avant d'avoir dégagé la dernière aiguille. Juste après avoir dégagé la dernière aiguille. Donc le conducteur s'avance. L'agent de manœuvre qui se trouve ici, il lui fait signe de ralentir. Donc l'agent de manœuvre, il peut se trouver indépendamment à droite ou à gauche. En marche en manœuvre, on n'est plus censé observer les signaux droite ou gauche. L'agent de manœuvre, il doit se placer de façon à ce que le mécanicien le voit. Il se place du meilleur endroit. Ici, comme la voie est en courbe, lui, il se met plus de ce côté pour que le conducteur le voit au maximum le plus loin possible. Voilà.
Ensuite, il se met là, admettons, le conducteur il ralentit, lui il recule un peu, il dit ouais c'est bon, tu peux t'arrêter, il lui fait signe, il allume un feu rouge, le conducteur il va s'arrêter. Bon. Dans le cas où le conducteur s'arrête pas, qu'il n'y ait pas d'agent de manœuvre, on ne lui a pas donné l'ordre, on va placer, admettons, au bout de la voie un carré violet. Carré violet est fermé. Donc il faut savoir que en marche en manœuvre, enfin, un carré violet, il n'est pas annoncé par un signal. On peut trouver un carré violet sur mât ou de type bas, ce qui ne sera pas annoncé par un avertissement. À partir du moment où le conducteur est en marche en manœuvre, il peut recevoir un carré violet. Donc c'est pour ça que les carrés violets donc sur mât, on ne les trouvera pas en ligne sur voie principale. Alors on pourra en trouver sur voie principale, mais pas on va dire en marche normale. Il n'y aura jamais une séquence avec avertissement carré violet. Ça sera avertissement carré. Le carré violet, c'est pas un signal qui fait partie des signaux qu'on utilise en voie principale pour la circulation normale des trains. Donc on reprend notre manœuvre. L'agent de manœuvre, il a arrêté le conducteur du train. Le conducteur, il a dégagé. Ici, on a placé un autre carré violet. Donc notre conducteur, il est arrêté là. Et ensuite, on va lui demander, on peut très bien lui demander de refouler son véhicule. Donc le signal, il va s'ouvrir. Et notre conducteur, on va lui demander de refouler le véhicule sur cette autre voie de service. Voilà pour la petite manœuvre. Alors notre conducteur, il a déposé son wagon sur sa petite voie de service là. Il est arrêté derrière un carré violet. Sur la voie principale, l'aiguilleur il a refermé le carré de la voie principale pour pouvoir faire partir la machine. L'agent de manœuvre il a demandé l'autorisation de donner le départ à la machine. L'aiguilleur a fermé son carré. Il ouvre le carré de sortie de la voie de service qui va donner accès à la voie principale. Donc le carré il se met au feu blanc. Le feu blanc peut autoriser le conducteur à partir en ligne, donc départ. À partir de ce moment-là, le conducteur, en plus de respecter la marche en manœuvre, il va respecter maintenant la marche qui s'appelle la marche à vue, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc il doit respecter la marche à vue jusqu'à ce que le conducteur franchisse un signal d'entrée de canton ouvert. Donc le conducteur, il doit respecter la marche à vue jusqu'à ce qu'il rencontre un signal de cantonnement ouvert qui lui permette de reprendre sa marche normale. Alors maintenant, je reprends le même schéma de ligne. Vous allez comprendre l'utilisation du carré violet. Donc notre conducteur, il arrive. Donc on a toujours notre wagon sur la voie principale, sur la voie de service ici. Donc notre wagon est sur la voie d'à côté. Là, il l'a déposé tout à l'heure. Donc on a toujours notre voie de service qui fait ça. Et ici, notre voie principale. Ce conducteur, il arrive et il vient chercher le wagon qui a été déposé tout à l'heure. Donc le conducteur, il arrive, il franchit avertissement. Alors c'est pas un schéma tout à fait classique et normal, on va dire. C'est bien pour expliquer le fonctionnement du carré violet, mais c'est un cas qui se présente. Donc le conducteur, pour rappel, il observe les signaux implantés à gauche ou au-dessus de la voie qui le concerne, pas les signaux implantés à droite. Il vient de franchir l'avertissement, il se met en mesure de s'arrêter au prochain signal. Tac. Notre conducteur, il vient de s'arrêter au carré, là. Il change de bout, et là, on trouve un carré violet, donc implanté à droite, et fléché. Donc, quand un signal est fléché, ça veut dire qu'il indique que ce signal, il concerne cette voie. Donc, normalement, les signaux, ils devraient être implantés à gauche. Dans ce cas-là, on peut implanter des signaux à droite, simplement en les fléchant. C'est des signaux de manœuvre. Le conducteur change de bout, c'est-à-dire que le conducteur, il passe dans notre cabine. Il observe le signal. Ce signal s'ouvre au feu blanc. Notre conducteur va se mettre en marche.
en respectant la marche en manœuvre. Et il va entrer sur votre service pour venir s'accoster avec le wagon attendu tout à l'heure. Donc ce signal étant sur mât, donc il faut considérer qu'on est sur une double voie, on n'est pas sur une voie unique, il y a une autre voie principale. Ce signal étant sur mât, il n'y a aucun train qui va rencontrer ce signal, puisque le sens normal de circulation des trains se fait dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que les trains qui vont circuler en temps normal, ils vont passer comme ça, le conducteur n'aura pas à observer de signaux de carré violet ou de feu blanc sur mât pendant sa marche normale du train. Et jamais ce signal ne pourra être abordé dans ce sens-là, fermé, par exemple, et annoncé par un avertissement. C'est un sas. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre cas d'utilisation d'un carré violet sur mât et un carré violet de type bas qu'on appelle un carré violet nain. Donc on a toujours notre voie de service, notre machine ici est sur voie de service. Ici c'est une voie principale. Cette machine, elle veut repartir dans ce sens-là sur voie principale. Donc elle a arrêté sur un carré violet de type haut, sur mât. Voilà. Donc là, on veut lui faire une petite manœuvre, sauf que, pas de chance, de l'autre côté, la voie de service est occupée par les véhicules. Donc on ne peut pas venir faire venir la machine sur cette voie de service qui est occupée. Donc on va la diriger sur la voie principale pour qu'ensuite il se remette en marche dans l'autre sens. Admettons, hein. C'est une manœuvre, je n'ai pas assez de matériel pour monter une vraie installation parce qu'il faudrait beaucoup de choses. Mais ça suffit pour comprendre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a placé un carré violet de type bas, donc la plupart du temps, les carrés violets de type bas, ils protègent un appareil de voie, notamment une aiguille. Donc le carré violet est fermé. On ouvre le carré violet de type haut, qui se trouve sur le mât, et on dit au conducteur, écoute conducteur, tu peux t'avancer jusqu'au CV 111, donc CV pour carré violet, 111 parce que c'est son numéro. Ensuite, tu feras demi-tour derrière le CV 111 et à l'ouverture, tu pourras te mettre en marche. Bon, d'accord. Donc notre conducteur, il se met en route, il avance, touc, 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 touc. Il voit le CV 111. Alors comment il le voit? Les carrés violets de type bas, quand ils sont pris à revers et qu'on a l'utilité, ils sont numérotés de l'autre côté. Le conducteur voit, donc il faut bien qu'il cherche à observer côté droit de la voie, le numéro du carré violet, donc il sait que c'est ce carré violet qu'il faut qu'il dégage. Donc le conducteur, il s'avance. Dans tous les cas, au bout de cette voie, on aura placé un carré. On aura fermé. C'est ce qu'on appelle un sas, c'est-à-dire que la machine, elle est enfermée entre deux signaux. C'est pour éviter que la machine, on lui a pas donné, enfin au conducteur, on lui a pas donné l'autorisation de se mettre en mouvement de ce côté. Donc le conducteur, il s'avance. Comme ce carré il peut être implanté à une distance très loin, on lui demande de s'arrêter avant le carré violet. Ça arrivé, des cas, ça arrive. Et le conducteur, il rate le carré violet, ou alors il sait pas jusqu'où il faut qu'il aille, et il roule jusqu'au carré. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, il le sait, il s'est arrêté derrière, devant son carré violet. Le conducteur, il change de bout, il passe dans l'autre sens. À ce moment-là, ce carré violet nain, il s'ouvre au blanc, après que l'aiguille ait été tournée. Le conducteur, il se met en marche à vue, jusqu'au prochain signal commandant l'entrée du canton suivant.
Quand il arrive ici, hop, il franchit le signal voie libre. Donc il peut se remettre en marche, normal. Si jamais il y avait des aiguilles juste sous ce signal, et il ne doit pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur les aiguilles, et ensuite il peut prendre sa marche normale. Alors attention à ne pas se tromper, il pourrait très bien rencontrer un avertissement. C'est exactement pareil que s'il rencontrait le voie libre. Pour lui, l'avertissement, ça correspond à un signal de cantonnement fermé qui lui annonce que le prochain signal est susceptible d'être fermé, mais qu'en l'occurrence, dans le canton suivant devant lui, il n'y a personne. Il n'y a rien. Donc le conducteur, il peut très bien reprendre sa marche normale qui va être une marche restrictive et ensuite freiner pour être en mesure de s'arrêter au prochain signal. Voilà.
Donc voilà, alors là, on recommence avec le même cas qu'on a vu tout à l'heure, sauf que ce conducteur qui est ici, qui arrive, lui, son but, c'est pas de venir chercher des wagons, ni de sortir de la voie. Lui, il veut continuer sa marche normale. Bon. En l'occurrence, il vient de rencontrer l'avertissement, et on va l'arrêter au carré un peu plus loin. Mais ça n'a rien à voir avec les voies de service qui sont desservies ou à desservir. Lui, il fait que passer. Il rencontre l'avertissement, là il passe, et le carré violet de type bas, le nain, ici, est fermé. Donc il est allumé au carré violet. Dans ce cas précis, le conducteur du train, il ne respecte pas ce carré. Le carré violet de type bas, de nain, même s'il se trouve sur voie, donc il se trouve sur voie principale, il n'intéresse que les trains qui ont à observer la marche en manœuvre ou la marche à vue. En l'occurrence, le conducteur, il vient de franchir un avertissement. Il est donc en marche restrictive, hein, c'est une marche restrictive, il faut qu'il applique la visa, qu'il soit en mesure de s'arrêter avant le prochain signal. Mais il ne respecte pas la marche à vue ni la marche en manœuvre. Dans ce cas-là, il ne respecte pas l'arrêt à ce signal. Alors dans la réalité, ça ne peut pas arriver, parce que si ce signal n'est pas ouvert, l'aiguilleur, il ne pourra pas ouvrir ce signal. Mais ce qui peut arriver, et qui revient exactement au même, c'est que ce signal, il soit éteint. Donc, notre conducteur du train, c'est-à-dire que le feu blanc, il a grillé. Notre conducteur du train, il rencontre l'avertissement, il avance, et là, il s'aperçoit que le carré violet de type bas, le nain, il est éteint. Il n'en tient pas compte, il ne s'arrête pas, puisque ça ne le concerne pas. Il signale par contre l'anomalie. Donc lui, il va continuer sa marche normale, il va freiner, hop, il va s'arrêter au carré. Et en même temps qu'il va demander pour quelle raison on vient de l'arrêter, il va signaler comme quoi ce carré violet de type bas est éteint. Il y a un défaut. Mais il ne respecte pas. Même cas, notre conducteur de train, il vient d'avoir l'avertissement. Il est arrêté au sémaphore, là. Donc on est en bloc automatique lumineux, il s'est arrêté. Il va se remettre en marche de lui-même. Donc à partir du signal, il va être en marche à vue, parce qu'il est susceptible de rencontrer un train dans le canton. Donc il se met en marche à vue, donc sans dépasser la vitesse de 30 km/h. Donc la marche à vue, le conducteur du train, il doit être susceptible, il se met en mesure de pouvoir s'arrêter avant une queue de train, un obstacle ou un signal d'arrêt. Le conducteur du train, il avance, il rencontre le carré violet nain présentant fermé, il s'arrête avant le signal. Là, ce coup-ci, il respecte le signal. De la même façon, s'il rencontre ce signal éteint, il doit s'arrêter avant le signal. Voilà. Donc c'est des particularités, c'est pas des particularités, c'est une règle. C'est, voilà, de nuit, la marche à vue, c'est quelque chose de très restrictif. Et il faut connaître déjà l'endroit où on se trouve et être observateur et pas le rater. Voilà. Voilà pour cette petite particularité du carré violet nain de type bas. Alors on a pu voir que l'utilisation du carré violet, elle avait plusieurs cas différents, très complexes. Alors là, je vais vous montrer un cas, encore une particularité, liée au feu blanc, donc le feu blanc clignotant, et du carré violet, son utilisation, je vais vous expliquer. Donc voilà le schéma de la gare. Donc ici, on a deux voies principales. Ça c'est une voie principale, ça c'est une autre voie principale. On a une machine, on a des wagons, donc on va partir sur ce principe, mais bon, c'est pas important. Ça pourrait être juste un changement de voie, bref. La voie principale, elle continue ici. Ici, on a une voie de service avec un butoir. Voilà, c'est une voie en butoir, elle s'arrête. Et là, c'est la voie principale qui continue. Donc on est dans une gare, on n'est pas dans un triage. Donc voilà ce qu'on veut, on veut que cette machine qui est ici, elle vienne s'accoster sur les wagons là.
Pour pas gêner les circulations dans la gare, donc on imagine qu'il y a d'autres voies ici, on a créé cette voie en tiroir. Et on va emmener les machines sur cette voie en tiroir de façon à ce qu'elles puissent revenir sur ces voies principales, donc il peut y en avoir plusieurs, pour occuper ces voies, soit au départ d'un train de voyageurs, soit pour venir chercher les wagons. Bon, c'est en règle générale, c'est plutôt pour me poser des voitures voyageurs, enfin pour venir faire des dessertes voyageurs, puisqu'on est dans une gare, pas pour aller chercher les wagons. Mais c'est pas, ça change pas le type de la manœuvre. Alors voilà le problème. Le problème, c'est qu'on est sur une voie principale. Donc on peut pas placer un carré violet ici, en bout de quai, puisque l'avertissement ne peut pas annoncer un carré violet, puisque c'est un signal de voie de service. Donc comment faire pour envoyer un train d'ici sur une voie en impasse sans l'arrêter? Donc on a trouvé une méthode, et pour l'obliger bien sûr à respecter la marche en manœuvre. Ce signal il va être à l'avertissement. Donc le conducteur il applique la règle de l'avertissement, marche restrictive, il se met en mesure de s'arrêter au signal. Quand il va arriver, ce signal là, alors c'est une installation qu'il y a dans beaucoup de gares, il va être au sémaphore. Le conducteur il ralentit pour s'arrêter. Et quand le conducteur il va arriver à une vingtaine de mètres du signal, une trentaine, 20-30 mètres du signal, il va rouler sur une pédale ou une zone et ça va commander l'ouverture de signal au feu blanc clignotant. Alors feu blanc clignotant parce qu'il est dirigé sur une voie dont la distance est réduite. Donc en l'occurrence une voie en impasse. Donc ça veut dire que le conducteur il sera tenu prêt à respecter la signalisation. Le signal il se rouvre au feu blanc clignotant. Le conducteur il se met en marche en manœuvre. Avant ça il aura reçu les indications comme quoi il allait être dirigé sur cette voie en impasse pour revenir. Sinon il aurait été obligé de demander des renseignements. Donc il franchit ce feu blanc clignotant. Il vient sur cette voie en impasse derrière le carré violet de type O qui ce coup-ci se trouve bien du bon côté à gauche. Hein, c'est pas un signal qui est fléché. Le signal s'ouvre. Notre conducteur a changé de bout, a changé de cabine. Le signal s'ouvre. Il se remet en marche et il vient s'accoster sur la rame. Voilà une utilisation classique de la signalisation. Donc c'est dans le cas où la machine arrive. Ça permet d'éviter l'arrêt d'une machine. Dans le cas où ce train il vient d'arriver sur voie principale, le signal est au carré, on coupe la machine, on détache les wagons, et on dit, conducteur, tu vas aller garer ta machine sur une voie en impasse, et ben, le signal du carré, il va passer au blanc clignotant, il n'y a aucun problème, le conducteur il va se mettre en route. Le cas que je viens de vous expliquer, c'est un cas où on désire, la machine, elle n'est pas déjà en gare, elle n'est pas arrivée comme un train normal, c'est une machine qui est arrivée seule, donc en évolution d'un dépôt, et on ne veut pas l'arrêter, on veut directement qu'elle effectue sa manœuvre. Donc on a mis en place ce système, avertissement, sémaphore, à l'approche du sémaphore, le sémaphore s'efface, et le feu passe au blanc clignotant. Et maintenant, je vais vous expliquer encore une autre chose importante. C'est une règle qui n'est pas toujours évidente, qui concerne le feu blanc, et donc le carré violet. Donc là, on a un rappel de ralentrante, avertissement, plaque G. Schéma classique pour un train qui va rentrer sur voie de service. Donc ici, c'est une voie principale. Elle continue tout droit. Ici, on a une voie de service qui rentre dans un triage. Donc ici, il faut imaginer qu'il y a un faisceau avec d'autres wagons. Notre conducteur, il arrive avec son train de wagon. Tac, tac, tac. Avertissement, rappel de ralentrante. Tableau G, notre conducteur est bien dirigé sur voie de service. Hop, il s'engage et il rentre sur le triage, voie de service. Donc dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Le conducteur, il observe la marche en manœuvre. Il s'approche.
Et là, il arrive et il rencontre un carré violet de type O. Là, le conducteur est ralenti, s'arrête, et le signal est soit ouvert, soit il s'ouvre, au feu blanc. Dans ce cas-là, alors que ce soit un feu blanc ou un feu blanc clignotant, notre conducteur, il s'arrête. Il doit s'arrêter. Il n'a pas le droit de le franchir. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne connaît pas le thème de la manœuvre. Donc maintenant, je vais vous expliquer concrètement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comment ça se déroule, une manœuvre? Le conducteur, il est en marche en manœuvre. Il est sur une voie de service. Il a eu un feu blanc, un carré violet qui a été ouvert. Pour exécuter les manœuvres, il faut au minimum 2 personnes. Le conducteur du train, qui va conduire l'engin moteur chargé d'effectuer la manœuvre, et un agent de manœuvre. Donc celui qui dirige la manœuvre, il s'appelle le chef de la manœuvre. Donc c'est un grade, il a une formation exprès, il est chef de manœuvre. Le chef de la manœuvre, il peut utiliser des agents de manœuvre, un ou plusieurs selon les besoins. Voilà, il a son copain Gérard. Voilà. Donc Robert, c'est le chef de la manœuvre, et Gérard, c'est son assistant, c'est l'agent de manœuvre. Le chef de la manœuvre, il doit expliquer au conducteur du train en quoi va consister la manœuvre. Le train, il arrive, et il peut lui dire, eh ben écoute, conducteur du train, on a un wagon actuellement dans le triage, et le problème, c'est qu'il va falloir qu'on le place entre les 2 autres wagons que tu as sur ton convoi, parce que ce wagon, il a un chargement spécial, parce que ce wagon, il est destiné à un embranchement spécifique, et puis parce que c'est juste pour t'embêter, parce que t'as une tête qui me revient pas. Bref. Donc le chef de la manœuvre, il renseigne le conducteur du train. Bon d'accord, ok, pas de problème. Et comment on procède? Donc le chef de la manœuvre, il explique au conducteur, il dit ben écoute, ce que je vais faire, on va couper on peut pas laisser des wagons sur cette voie parce qu'on a peut-être des trains qui vont venir. Donc on va te passer sur la voie du milieu. Je vais couper entre les 2 wagons. Ensuite, on viendra sur la voie d'à côté chercher le wagon, puis on reviendra sur la voie du milieu pour assembler le tout, on fera un essai de frein et tu pourras repartir. Bon, d'accord. Donc ensuite, il explique la manœuvre à son collègue. Son collègue, il va se mettre en place, prêt à attendre les wagons. Lui, il est là, il fait signe au conducteur, c'est bon, conducteur, je te ferai signe de t'arrêter quand tu vas dégager l'aiguille. Donc le train, il se met en route. Dès que le train il a dégagé l'aiguille, le chef de la manœuvre, il appelle le conducteur par radio, il lui dit c'est bon, tu peux t'arrêter, t'as dégagé l'aiguille. Il le fait refouler, je vous expliquerai une autre fois. Donc il lui donne des ordres de manœuvre pour le faire refouler. Donc on dit pas reculer, on dit refouler, SNCF. Donc il refoule, il amène son wagon ici. Là, l'agent de manœuvre, il appelle, il fait signe qu'il peut s'arrêter, il s'arrête, il coupe le wagon, il lui dit c'est bon, c'est coupé, le chef de la manœuvre il fait tirer, le conducteur il tire, dès qu'il a dégagé l'aiguille il le fait s'arrêter, il refoule pour aller chercher le wagon, lui, l'agent de manœuvre, il guide le mouvement, le wagon s'accroche, hop, il lui dit c'est bon, tu peux tirer, il tire, il tourne l'aiguille et il vient se remettre en place sur la voie du milieu. Voilà. Donc, il a reçu des indications. Le conducteur qui rentre sur une voie de service et qui reçoit le carré violet, que le carré violet est ouvert et qui n'a pas les indications sur ce qui va se passer, à partir du moment où il n'est pas reçu sur un faisceau de triage, il a eu un feu blanc avant d'être rentré sur sa voie de triage normalement, il ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il doit demander le thème de la manœuvre. Parce que le feu blanc, il commande la marche en manœuvre. Et comme la marche en manœuvre, c'est une marche dirigée, dans ce cas précis, et je dis bien dans ce cas précis,
C'est pas dans tous les cas, mais dans ce cas-là, le conducteur du train, s'il arrive et qu'il n'est pas renseigné, qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, il doit s'arrêter pour demander la manœuvre. Donc s'il n'y a personne, eh ben, il va aller au téléphone et il dit, eh ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle va lui dire, eh ben écoute, t'inquiète pas, tu peux continuer à t'avancer, tu vas être reçu sur une voie un peu plus loin. Et il continue sa marche. Et comme ça, il n'y a pas de risque. Parce que si jamais, dans le cas, prenons le même cas, le conducteur rencontre le feu blanc, et le conducteur, il ne s'arrête pas. Sauf que l'agent, le chef de la manœuvre, lui, il a décidé que ce wagon qui est là, eh ben peut-être que lui, il voulait couper les wagons à cet endroit-là, parce que cette voie a été condamnée pour X raisons. Donc lui, il a besoin que la machine laisse ces wagons-là, pour lui permettre d'aller chercher seul ce wagon, et revenir s'accorder ici. Comme le conducteur n'est pas renseigné sur le thème de la manœuvre, si le conducteur du train, au franchissement du signal qui est ouvert, il s'avance avec tous ses véhicules, et ben une fois que tous les véhicules y seront là, le chef de manœuvre il va être bien embêté. Il va être obligé de le faire refouler sur cette voie, ce qui n'est pas forcément possible. Ou alors, du coup, il va lui dire, bon bah tant pis, finalement, le wagon qui était prévu d'être en tête, eh ben, je vais le mettre en queue. Hein. Voilà. Parce qu'on s'est planté, tu t'es pas arrêté avant. Voilà. Donc, il doit être enseigné sur le thème de la manœuvre. Alors, tous les cas que je vous prends là sont des cas concrets. Hein. C'est pas des cas inventés, hein. C'est des cas de terrain. Donc, la marche en manœuvre, le conducteur qui rencontre le feu blanc, donc le carré violet ouvert, présentant le feu blanc, le conducteur il doit respecter la marche en manœuvre. Sauf si une indication lui impose une marche plus restrictive. Donc ça veut dire qu'en marche en manœuvre, il peut être amené à respecter une marche au pas sur une marche en manœuvre, sur une voie de service. Parce qu'il y a un rail cassé, etc. Et également, donc un cas, il peut être obligé de respecter la marche à vue. On peut, c'est-à-dire que le conducteur, il a eu le feu blanc, plaque D, tableau D, tableau G, il rentre au dépôt. Hop, là, il rencontre un panneau noir avec des lettres blanches marqué MV. Ça veut dire marche à vue. Ça veut dire qu'on a dit au conducteur qu'il faut qu'il soit en marche à vue à partir de ce panneau. Pour plusieurs raisons. Par exemple, parce qu'il n'est pas encore entré dans un faisceau triage, mais devant lui, on peut enquiller plusieurs machines les unes à la suite des autres et il peut se présenter derrière une machine. Donc on lui demande, on a mis en place une pancarte marche à vue. Donc sur cette voie, il doit respecter la marche à vue. Plus restrictif que sa marche en manœuvre. Ou différente et plus restrictive. Parce que par exemple, on a un feu blanc ici, il a dégagé les voies, il est rentré panneau marche à vue. Ici, devant, on a une autre machine arrêtée par un carré violet. Cette machine, elle attend que le carré violet s'ouvre pour pouvoir rentrer ici. Lui, on peut envoyer les machines les unes derrière les autres. Marche à vue, il va s'arrêter, il attend que la machine passe et ensuite il s'avance. Alors, je sais, ça fait beaucoup, mais vous allez voir. Donc, le conducteur, il a franchi sa pancarte marche à vue. Donc il s'avance tout doucement, hop, il s'arrête derrière son collègue, donc c'est une autre machine. Là, ils sont tous les deux arrêtés l'un derrière l'autre. Le carré violet ici s'ouvre, feu blanc. Cette machine se met en marche pour aller se garer un peu plus loin. Et le feu blanc est toujours allumé, lui, il s'avance et il s'arrête. Il ne passe pas. Il est obligé d'attendre que le signal se referme, puis que le signal se rouvre pour pouvoir s'avancer. L'ouverture d'un carré violet ne concerne qu'une machine à la fois. On ne peut pas enquiller les machines les unes derrière les autres. Exemple. Donc cette machine qui est arrêtée ici, elle a reçu l'ordre à l'ouverture de franchir ce signal, de venir dégager ce carré violet nain ici, pour ensuite venir
chercher les wagons qui se trouvent là. Cette machine ici, elle a reçu l'ordre à l'ouverture de ce signal de continuer sa marche en direction d'une voie de service plus loin. Donc admettons que les deux conducteurs ne respectent pas la règle que je viens d'indiquer, enfin du moins l'un des deux. Voilà. Alors cette machine, elle est arrêtée là. Le signal s'ouvre. Cette machine, elle s'avance. Le conducteur, il s'arrête, change de cabine, le signal n'est pas encore refermé. Parce que l'aiguilleur, il lui faut le temps de manœuvrer ses installations. Lui, le signal est ouvert. Et il s'avance. Et là, ils vont pas se rentrer dedans parce qu'il a une obligation de marche à vue, mais du coup, ils vont se retrouver tous les deux bloqués. Lui ne pourra pas revenir accoster là-bas. Donc l'ouverture d'un signal ne concerne que la première des machines, donc la machine la plus proche du signal, et pas les deux. Deux petits détails concernant les voies de service. On a des voies de service avec des carrés violets. Donc ici on a une voie de service, ici une voie principale sur laquelle circulent des trains à grande vitesse. Tac tac tac. Pour protéger une voie de service, jamais une voie de service, à aucun endroit, une voie de service qui donne accès à une voie principale, elle sera toujours protégée par un taquet dérailleur ou une aiguille d'ensablage. Donc le taquet dérailleur, c'est un taquet qui est couplé avec le carré violet et bien souvent avec la position de l'aiguille. Donc ce taquet, il est posé en fait sur la rail. Et dans le cas où un véhicule roule sur ce taquet, alors quel que soit le véhicule, des wagons, des machines, obligatoirement, il va dérailler. Ça va obligatoirement le faire dérailler. Voilà. Donc sur les traverses, on va retrouver une plaque en métal posée au milieu de la traverse qui protège la traverse de la roue du train qui va dérailler. Et pareil, idem, il y aura une plaque en métal pour protéger de l'autre côté et une zone prévue pour que l'essieu du train va se poser. Ainsi, dans le cas où un conducteur du train ne respecte pas la signalisation ou une dérive, c'est-à-dire que le train il est desserré et il descend tout seul, ping, il va tomber à côté de voies, il n'y a aucun risque qu'il vienne couper cette voie principale. Alors l'aiguille d'ensablage, ça marche exactement de la même façon, sauf que ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut installer une aiguille. C'est-à-dire que l'aiguille, elle est couplée avec le signal. Tant que le signal est fermé, l'aiguille, elle donnera toujours la direction de rien du tout. Voilà. Comme ça, la machine, il n'y a pas de risque en cas de dérive. Alors c'est surtout en cas de dérive parce que c'est pas tellement au niveau du conducteur, mais en cas de dérive, ou le conducteur. Ou si c'était des wagons, c'est le plus grave qui puisse arriver, c'est des wagons qui descendraient tout seuls, il n'y a rien qui jamais les arrêterait. Ils seront obligatoirement dirigés vers une zone de sable, ils s'enlisent et ils n'iront pas sur engager la voie principale. Où les trains circulent, puisqu'il y a un risque de prise en écharpe.
Eh ben, ça promet demain matin. Les envahisseurs. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Bah, c'est parti pour le boulot, quoi. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. C'est pas gagné. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Les envahisseurs.